Chapitre 11. Quelle quantité de sang? Dans un coin du taudis, une longue pièce de bois posée sur 4 pierres faisait office de table basse. S'agenouillant devant, Lizzie repoussa d'un revers de main la vaisselle qui l'encombrait avant de nettoyer la surface rugueuse avec le bas de sa jupe. Puis elle y déposa cérémonieusement l'œuf de cuir. J'osais à peine regarder. J'avais le pressentiment que Lizzie commettait un acte dangereux. Mais j'aurais perdu mon temps à le lui faire remarquer. Et si je ne voulais pas que l'horrible spigue pénètre dans mon cerveau par mes narines, mieux valait me tenir coite. Je me contentai donc de rester à l'écart. Lizzie fit signe à l'ermite d'approcher. Il vint s'agenouiller face à elle, de l'autre côté de la table, et j'entendis ses articulations craquer. Étendant la main, il laissa pendre le morceau de cristal au bout de sa ficelle juste au-dessus de l'œuf. « Je suis prêt, dit-il. Pose ta première question. Le cristal tournera dans le sens des aiguilles d'une montre pour oui, dans l'autre sens pour non. » Sans perdre une seconde, Lizzie demanda « Cet objet appartient-il à l'obscur ?» Le cristal tourna vers la droite, ce qui ne me surprit pas. « Ça veut dire oui, » précisa l'ermite. « Je ne suis pas aveugle !» aboya Lizzie. « Ferme ton clapet, vieillard, et laisse-moi parler. Voici ma deuxième question. L'œuf confère-t-il des pouvoirs magiques à la personne qui le possède ?» Cette fois encore, la réponse fut positive, et Lizzie esquissa son premier sourire de la journée. « Comment son propriétaire obtient-il ce pouvoir ?» demanda-t-elle alors, oubliant qu'on ne pouvait répondre à cette question par oui ou par non. Le pendule ne bougea pas, les coins de ses lèvres s'affaissèrent et ses yeux s'étrécirent. Cette mimique qui révélait son extrême concentration la rendait plus laide que jamais et lui donnait l'expression d'une débile mentale. J'en aurais ri si je n'avais pas eu aussi peur. Soudain, elle marmonna une formule et cracha à la figure de l'ermite, qui en resta bouche bée. « J'ai assez perdu de temps avec ton petit jeu !» gronda-t-elle. Le regard du vieil homme se vitrifia tel celui d'un aveugle. « Maintenant, tu es l'œuf, sois l'œuf, et dis-moi ce que je veux savoir. » Je n'avais jamais encore vu Lizzie faire quoi que ce soit de semblable. Parfois, l'étendue de ses talons me stupéfiait. « Comment s'appelle ce sortilège ?» demandai-je. « Tais-toi, petite !» fit-elle sèchement. « Tu troubles ma concentration. » Elle reprit la parole, s'adressant à l'œuf, et non plus à l'ermite. « Je veux ton pouvoir. Que désires-tu en échange? Du sang ?» « Oui, fit le cristal en tournant. »« Quelle quantité de sang ?» Cette fois, la ficelle ne bougea pas. Ce fut l'ermite qui parla, mais sa voix était tout autre. On aurait dit un grondement de bête, bien que les mots soient compréhensibles. J'eus la chair de poule. « Donne-moi le sang du cœur de 7 enfants humains. Une nuit de pleine lune. 13 sorcières devront se rassembler pour accomplir cette action, et celle qui possède l'œuf recevra ce que son cœur désire, plus de pouvoir qu'elle n'en a jamais rêvé. Dès que ma soif de sang sera apaisée, qu'elle exprime son souhait. Il sera exaucé avant 7 jours. » Une nausée me contracta l'estomac. Lizzie n'hésiterait pas à arracher 7 enfants à leurs parents et à les massacrer. « Rien de plus facile, » fit-elle avec un sourire mielleux. « À présent, dis-moi qui tu es. »« Ce que je suis, tu n'as pas à le savoir, » gronda la voix par la gorge de l'ermite. « Et rappelle-toi que tu ne réussiras pas seule. 13 sorcières devront combiner leurs forces. » À l'idée de devoir travailler avec son conventus, Lizzie grimaça de fureur. Mais elle n'avait pas le choix. Nous quittâmes les lieux aussitôt. Lizzie semblait déterminée à couvrir le plus de chemin possible avant le lever du soleil. J'étais étonnée qu'elle ait laissé l'ermite en vie. Sans doute prévoyait-elle de l'utiliser de nouveau plus tard. À l'approche de l'aube, nous trouvâmes refuge dans un bois, et Lizzie m'expédia à la chasse. Quand je revins, elle avait allumé un feu. Je vidai et dépouillai mes lapins, avant de les enfiler sur des branches écorcées pour les faire rôtir. Pendant ce temps, Lizzie restait assise en tailleur à se chauffer. Nous mangeâmes en silence. Lizzie était parfois parcourue de frissons, ses yeux se révulsaient. Enfin, serrant l'œuf de cuir contre sa poitrine, elle marmonna comme si elle pensait à voix haute. « Je ne dirai rien au conventus Malkin. Je ne partagerai ça avec personne. Son pouvoir sera à moi, et moi seul. Seulement, nous ne sommes que 2, et la fille ne compte pas. Elle est trop jeune. Il me faut donc 12 autres sorcières pour former un nouveau conventus. Des créatures pas trop malignes, que du sang suffira à contenter. Travailler avec nos sœurs de vase, ce n'est pas sans risque. Néanmoins, c'est faisable. Oui, ça pourrait marcher. » Lizzie ne prit pas la peine de m'expliquer son plan. Elle ne dormit pas ce jour-là, et nous repartîmes avant le soir en longeant la mer. La marée était basse,
et je ne vis d'abord qu'une vaste étendue de sable. Puis j'aperçus un groupe de gens qui descendaient vers le rivage, ainsi qu'une voiture tirée par des chevaux. « Il existe un raccourci à travers la plage, » m'indiqua Lizzie. « Un passage dangereux, bien qu'un guide soit là pour conduire les voyageurs. De toute façon, nous, les sorcières, devons faire le détour par la côte, car, à marée montante, on marche dans l'eau salée. Filons d'ici, petite, avant d'être repérés. » Presque aussitôt, des aboiements s'élevèrent. Lizzie me tira vivement derrière un buisson. « Est-ce que ce serait... » chuchota-t-elle. « Ce ne sont peut-être que les chiens d'une ferme, mais avec un peu de chance, il arrive que les choses tournent bien, si c'était le cas. » Qu'est-ce qu'elle baragouinait? Un homme de grande taille, au crâne chauve, marchait derrière la voiture, deux gros chiens à ses côtés. Je croisai les doigts en souhaitant qu'ils ne nous flairent pas, car c'étaient des vrais molosses. « Voilà William Arkwright, l'épouvanteur dont je t'ai parlé, » me souffla Lizzie, tout excitée. « Il part dans le nord chasser nos sœurs de vase. Il va sûrement s'absenter plusieurs jours, et au retour, il devra attendre la marée basse pour traverser dans l'autre sens. Sa maison sera déserte, ça ne pouvait pas tomber mieux. » Sans me donner davantage d'explications, elle attendit que la troupe se soit éloignée avant de repartir. « On va au moulin où il habite ?»« Exactement, petite. Il y a des marécages derrière chez lui, et quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Toutes les sorcières d'eau à des miles à la ronde vont converger vers ces lieux qui, pour elles, sont sacrés, et nous serons là pour les accueillir. » Nous marchâmes toute la nuit pour regagner le bord du canal, dont nous suivîmes la berge. À l'aube, nous quittâmes le chemin de halage de peur de croiser un batelier ou quiconque identifierait Lizzie comme une sorcière. Nous ne prîmes aucun repos, au contraire, Lizzie allongeait furieusement le pas. Le ciel était couvert, une pluie fine nous mouillait le visage. Environ 1 heure avant la tombée du jour, nous atteignîmes enfin le moulin où vivait l'épouvanteur. Caché derrière les arbres, il était protégé par une haute clôture de fer. Un fossé marquait la frontière du jardin. Je n'aimais pas son aspect. Lizzie allait encore me mettre en danger. J'aurais voulu rentrer à la maison. « On dirait les douves qui entourent la tour Malkin, m'exclamai-je. « Tout juste, petite, mais celles-ci sont d'un genre particulier. Arkwright y dissout des paquets de sel pour éloigner les sorcières d'eau. » Je me demandais comment nous traverserions, mais ce point ne semblait guère préoccuper Lizzie. « Ce n'est pas aussi difficile à franchir qu'une large rivière. Tu me porteras facilement de l'autre côté. J'adorerais visiter ce vieux moulin. Le vieux Jacob Stone cachait l'œuf de cuir. Je suis sûr qu'Arkwright a ses petits secrets, lui aussi. Tous les épouvanteurs en ont. S'ils trouvent quelque chose venu de l'obscur, soit ils le détruisent, soit ils le dissimulent pour que nous ne mettions pas la main dessus. » Marchant jusqu'au portail, Lizzie examina longuement le vieux moulin des Cathy. Je ruminais l'idée de devoir la porter à travers le fossé. Finalement, elle secoua la tête et je poussai un soupir de soulagement. « Je suis tentée, mais ça ne vaut pas le coup. Sais-tu quel serait le plus grand danger, petite ?» La réponse me vint spontanément. « Les chiens ? Si nous franchissons le fossé, ils flairont notre odeur et Arkwright enverra ses molosses à nos trousses ?» Pour une fois, Lizzie parut presque fière de moi. « C'est ce qu'il ferait, en effet. Ces bêtes sont dressées à traquer nos sœurs de vase dans les marécages. Elles nous rattraperaient sans difficulté, et nous avons une tâche à mener à bien. » Sur ces mots, Lizzie tourna le dos au moulin et nous conduisit le long d'un étroit sentier. Nous marchions dans une tourbière hérissée de joncs et de roseaux, parsemée de mares noires stagnantes qui paraissaient profondes. Je craignais de tomber dedans tant le sol était glissant. Et si des sorcières d'eau surgissaient de la fange? Lizzie avait beau jeu de dire qu'elles allaient travailler avec elle ne savait rien. Elles pouvaient attaquer quiconque s'aventurait sur leur territoire. Elles étaient sans doute nombreuses à converser vers les marécages, profitant de l'absence de l'épouvanteur. Certaines étaient peut-être déjà là. Tous mes sens aiguisés par la peur, je croyais voir des herbes remuer. Je sursautais au moindre clapotis. Je m'attendais à chaque seconde à ce qu'une main se referme sur ma cheville. Il aurait été tellement facile à une sorcière d'eau de se cacher dans la vase. Le sentier, cependant, fut bientôt moins boueux. Nous avancions de nouveau sur une terre sèche. Alors que nous escaladions une butte, je découvris au sommet des murets de pierre les vestiges d'un bâtiment. « On appelle cet endroit le Mont aux Moines », m'apprit Lizzie. Un monastère s'y élevait autrefois, mais les moines ont été entraînés un par un dans les marécages. Les sorcières d'eau y ont pullulé, jusqu'à ce que les épouvanteurs imposent leurs lois dans le comté. Sans Arkwright et ses chiens, elles reviendraient pour de bon, tu peux me croire. Arrivée au sommet, Lizzie s'accroupit, le dos au mur, face au marais. Je m'assis à côté d'elle et suivis son regard. Rien ne bougeait, il n'y avait pas un souffle de vent. Néanmoins, je me sentais mal à l'aise. Les bras fantomatiques du brouillard rampaient lentement sur la pente de la colline. Soudain, Lizzie renifla par 3 fois avant de m'adresser un sourire sinistre. « Elles ne vont pas tarder. Mieux vaut les observer un moment sans se montrer. »
Je ne pris pas la peine de renifler à mon tour. Lizzie avait raison, je sentais l'approche du danger. Elle entama la récitation d'un sortilège, et je reconnus la formule de dissimulation. « Voilà qui devrait nous rendre invisibles, » conclut-elle. « Je croyais que tu devais former un conventus avec elle, » fis-je remarquer perplexe. « Attendons d'abord de voir laquelle de nos sœurs de vase va se montrer. La plupart d'entre elles sont stupides. Elles ont des cervelles de batraciens. Elles m'aideraient à capturer cet enfant rien que pour une gorgée de sang. L'une, cependant, est vraiment dangereuse. Je n'ai aucune intention de passer un marché avec elle. Elle s'emparait de l'œuf. Non, celle-là, je ne veux pas qu'elle nous voie. Elle est la fille du malin, et elle s'appelle Morwen. » Un frisson glacé me courut le long du dos, comme si quelqu'un avait marché sur ma tombe. Ce nom, j'étais sûre de l'avoir déjà entendu. Je fus étonnée de lire de la peur dans les yeux de Lizzie. « Elle use d'une puissante magie noire ?» demandai-je. « Oh, que oui. Elle est plus forte et plus rapide qu'aucune de ses sœurs. Et elle possède une arme mortelle, un œil de sang qui te paralyse au premier regard, te laissant aussi impuissante qu'un arbre devant la hache du bûcheron. Elle n'a plus qu'à planter ses croix serrées dans ta gorge. Autrement dit, si elle apparaît cette nuit, on ira chercher de l'aide ailleurs. » Nous attendîmes en silence jusqu'au crépuscule, et l'obscurité avala les marécages. Puis la lune se leva dans un ciel clair, baignant le paysage d'une lumière d'argent. Je perçus alors un mouvement au-dessus de nous, et cette fois ce n'était pas un effet de mon imagination. L'eau se rida, il y eut un léger clapotis, et une silhouette sombre se traîna jusqu'à la terre ferme, au pied de la colline. La sorcière d'eau se redressa dans ses haillons dégoulinants, qui semblaient faits d'algues et de vases plutôt que de tissus. Soudain, elle pivota dans notre direction en reniflant bruyamment. Je retins mon souffle. Par chance, le sortilège de dissimulation de Lizzie se révéla efficace. La créature nous tourna de nouveau le dos, mais j'avais eu le temps d'apercevoir les crocs qui dépassaient de sa bouche et les griffes acérées au bout de ses doigts particulièrement longs. Une à une, plusieurs de ses semblables la rejoignirent sur la berge. Elles entamèrent un conciliabule, si on peut appeler ainsi leur espèce de grognement et d'éructation parsemée de monosyllabes comme faim et sang. J'avais toujours considéré avec répugnance la plupart des maquines, leurs maisons puantes, les ossements entassés dans leurs éviers, ou à côté de leurs portes me retournaient l'estomac. Mais ces créatures étaient bien pires. Lizzie avait raison, elles n'étaient guère plus que des animaux. Allions-nous réellement faire équipe avec elles? Bientôt elles furent une dizaine, à dégouliner au bord des marécages. Quelques-unes avaient tiré de l'eau une bizarre cage en bois de forme tubulaire, fort longue et fort étroite. Quelque chose remuait à l'intérieur. 3 autres sorcières sortirent de l'eau. Elles amenaient des prisonniers avec elles, 2 hommes et une femme à moitié noyés, maculés de vases. Ils se mirent à tousser et à cracher en roulant des yeux blancs. Il fut jeté sans ménagement dans la boue et tiré sur le dos pour être disposé en rang, à 10 pas d'écart les uns des autres. Les sorcières plantèrent des piquets près de leur tête et de leurs pieds. Puis, avec une étonnante dextérité, elles leur lièrent les jambes et les bras aux piquets à l'aide de fines cordelettes. Les 2 hommes ne respiraient plus qu'à peine, mais la femme gémit quand la ficelle brutalement resserrée lui entama les poignets. Les sorcières se disposèrent en ligne, face à leurs captifs, de sorte qu'elles regardaient à présent dans notre direction. Quand elles se prirent par la main pour entonner une incantation, l'idée que leurs pouvoirs combinés puissent percer notre manteau magique me mit les nerfs à fleur de peau. Bien qu'étant moi-même assez douée pour les sorts de dissimulation, je n'osais pas ajouter les miens à ceux de Lizzie, même si j'en avais grande envie. Elle l'aurait pris pour une insulte. Cependant, j'avais tort de m'inquiéter. Sa magie se révéla tout à fait efficace. Le chant des sorcières se tut, et l'une d'elles quitta le rang. Au lieu de s'approcher des prisonniers comme je m'y attendais, elle se dirigea vers la cage en bois pour ouvrir la porte qui enfermait l'extrémité. Elle rejoignit alors ses compagnes boueuses. J'observai la cage, fascinée. Pendant quelques instants, rien ne se passa. Puis une étrange bête apparut lentement par l'ouverture. On aurait dit un énorme insecte, progressant délicatement sur de hautes pattes grêles. Quand je vis sortir de son museau aplati un long tube d'os, je frémis d'horreur. Je n'avais encore jamais rencontré ce genre de créature, mais j'en avais retrouvé des représentations dans un des livres de Lizzie. C'était un skelte. L'espace d'un instant, je crus qu'il me regardait. Soudain, il émit un sifflement sourd et se tourna vers les 3 captifs. Il sembla se déplier, et sur ses 8 pattes aux multiples articulations, il galopa vers l'homme le plus proche. Le malheureux hurla quand le tube osseux pénétra dans sa poitrine. Aussitôt, la dure tige translucide s'assombrit. Si je l'avais regardé à la lumière du jour plutôt que dans la faible clarté lunaire, je l'aurais vu virer au rouge vif. La créature aspirait le sang de sa victime à une vitesse hallucinante.
L'homme ne lâchait plus que des gémissements de plus en plus faibles. Quand le squelette retira sa trompe, il haleta sourdement et poussa un long soupir. Le dernier. Le squelette porta alors son attention sur la proie suivante, la femme. Elle se cabra furieusement et tira sur ses liens avec des cris perçants. En vain. Le squelette fut sur elle en une seconde. Les cris de la malheureuse se muèrent en gargouillis jusqu'à ce que, vidée de son sang, elle retombe inerte après un ultime sursaut. Le troisième captif ne cria ni ne se débattit. Il se mit à prier à voix haute. « Père, pardonne-leur, qu'ils voient leurs erreurs et se détournent de l'obscur. Je t'offre ma douleur et ma mort, qu'elles apaisent la souffrance des autres. » Sans doute était-ce un prêtre, mais prêtre fermier, aubergiste ou batelier, ça ne faisait aucune différence pour le prédateur qui se jeta sur lui. L'homme tenta encore de parler, mais son corps se convulsa quand le squelette lui perça le cou. Quelques instants plus tard, il ne bougeait plus. Le squelette recula lentement et pivota vers la rangée silencieuse des sorcières qui le fixaient dans l'attente de je ne sais quoi. Il n'allait tout de même pas les attaquer. Quelle quantité de sang l'affreuse créature était-elle capable d'absorber? Or, ce ne fut pas le squelette qui attaqua, ce furent les sorcières. Elles s'élancèrent, une lueur démente au fond des yeux.